Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Mimi Mefo, good evening. Good evening to you, Flavian Balondongo, to our televiewers. We thank you so much for joining us in this edition of the primetime Balingo newscast on Equinox Television. Tonight, Balangi, a village in Bonge subdivision, Meme division of the southwest region of Cameroon, is been militarized. Calls of houses set ablaze this evening amidst gun battle. According to reports on the ground, it has been practically difficult for vehicles that are leaving the southwest regional headquarters of Buea to get into Kumba as a result of the chaotic atmosphere reigning in Balangi. As we speak, we are going to be talking in this edition of the news on the prevailing situation in the northwest and the southwest regions of Cameroon and get the reaction of Aya Polabine, who was guest on the inside. He's going to be saying that dialogue is out of place and that negotiation is the right word. Douala fait partie des villes les plus sales du Cameroun en ce moment et depuis quelques semaines, les quartiers les plus huppés de la capitale économique sont jonchés des tas d'immondices qui dégagent des mauvaises odeurs. Les médecins estiment que les populations qui traversent ces endroits courent des risques énormes. Voilà pour le sommet de votre journal, madame, monsieur. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bonsoir. Merci de rester sur Equinox Télévision. Le climat d'insécurité qui règne dans le nord-ouest empêche notamment le déroulement des chantiers qui sont en cours. On parle plus de la construction du centre hospitalier et universitaire de cette région qui est donc en difficulté. Depuis un an, rien n'évolue pratiquement. Le ministre de la Santé publique est allé faire le constat. Stelambou et Leclerc Tchakem. Les travaux de construction du CHU de Bamenda avancent à pas de torture. Le constat est fait par le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, en visite dans la région du nord-ouest Cameroun. Le taux d'exécution de ce chantier se chiffre à environ 30%. Cela se justifie par une main-d'œuvre faible due au climat social qui règne dans cette partie du pays, d'où l'appel du ministre. La plus grosse difficulté, c'est l'environnement social qui a prévalu ces derniers temps, qui a empêché que l'entreprise puisse avoir un effectif optimal. C'est un chantier qui a commencé heureusement à aller mieux depuis janvier avec une centaine d'ouvriers, mais c'est un chantier qui devait avoir 200 ouvriers. C'est pour cela que je voudrais appeler les fils de Bamenda de venir travailler dans leur chantier. Le chantier dans Bamenda, il faut que les ouvriers soient les ouvriers de Bamenda. Ce n'est pas les autres qui doivent venir construire Bamenda, c'est eux qui doivent construire. Et ils sont là. Donc l'entrepreneur veut recruter mais ne trouve pas les ouvriers. D'autres faits majeurs de ce retard qui plombent ces travaux sont les caprices de la météo et le couvre-feu. On a commencé ici avec le commencement de saison de pluie. Okay. Du première saison de pluie, l'autre année, il y a une année maintenant, okay. Ce qui nous fait le retard et le dérangement. À Bamenda, il y a chaque lundi de grève totale dans la ville. Et maintenant, on ne peut pas travailler durant la nuit. Il y a le couvre-feu après 8 heures. Le délégué régional de la santé pour le Nord-Ouest a saisi l'occasion pour présenter les difficultés que font face les services de santé dans la région, notamment à Bello, Batibo, entre autres. Il a relevé que la crise anglophone affecte le personnel sanitaire dans l'exercice de leurs fonctions. Le patron de la santé au Cameroun a visité également les centres d'hémodialyse et d'imagerie de l'hôpital régional de Bamenda. Dans la région de l'Ouest Cameroun et précisément dans le département des Bamboutos, les malfrats qui semaient la terreur viennent d'être donc saisis par les populations et tués. D'autres ont même été lynchés carrément. Et là, on a pu constater cela dans le reportage qui suit. Les populations sont sorties en masse pour constater qu'il y avait des vols et des agressions à tous les niveaux. Le reportage de Raphaël Tcheko et Jean-Paul Chuniat. Ces opérations des forces de maintien de l'ordre avaient tout l'air d'un tournage de film qu'on pourrait intituler « Une arrestation mouvementée dans la ville de Bouda ». Au quartier Nilon, dans la nuit de jeudi à vendredi, d'interminables échanges de coups de feu entre les gendarmes de la brigade de terre et des malfrats sur le point de cambrioler un deuxième domicile. Un des malfrats est tombé sur le coup, sur les balles de monsieur le commandant. Son arme à la main, des bijoux arrachés à certaines femmes et une somme de 52 000 francs. Cette case abandonnée où Michel Tchouakenye trouve la mort
servaient aux gangs de base de préparation. Dans cette chasse aux bandits de grand chemin, la brigade terre de Bouddha neutralise un autre présumé gangster en partance de Babadjou pour opérer à Bafoussam. Tadjikem Basile, alias le Redoutable, est pris en filature, puis intercepté au poste de contrôle de Bamougoum avec ses armes à feu de fabrication artisanale, des pistolets automatiques et des munitions. Dans sa tentative de fuite, le Redoutable Basile Tadjikem reçoit 2 balles, broyant ses chevilles. Toujours au courant de ces derniers jours à Bouddha, la justice populaire a aussi fait parler d'elle. Un présumé voleur lynché à mort est découvert à un carrefour au petit matin. Selon des témoignages des habitants du quartier Ntap, l'infortuné malfrat et ses complices tentaient de dérober ce véhicule. Il se trouve qu'ils ont agressé des gens qui venaient pour un mariage. On a essayé d'emporter le véhicule que voici. Ils ont dépouillé ces personnes de leurs pièces, des téléphones et des sommes d'argent. Dans les mêmes jours, ce présumé brigand a été lynché à mort pour vol de porc au quartier Nilon. Un vrai sale temps pour les malfrats dans la ville de Bouddha et ses environs. Bafia, dans la région du centre, vit au rythme de l'insécurité également. Des agressions et des meurtres se comptent donc en série dans cette partie du pays. Le dernier cas en date est l'assassinat d'un conducteur de moto-taxi. Et après de longues fouilles et enquêtes, on a pu mettre la main sur les auteurs de ces différents cas enregistrés. Charles Melingui et Guizogo. La chronique criminelle dans le chef-lieu d'Unbam et Noubou, Bafia, continue de faire l'actualité. Il y a d'abord les suites de l'affaire du jeune Yacoubou Mohamed, assassiné récemment et dont la moto a été dérobée. Il s'agit de Ouba Idrissou, alias Zakari, auteur de l'assassinat de Yacoubou Mohamed, jeune conducteur de moto. Le présumé assassin, qui a été déféré devant le procureur de la République, nie les faits. Moi, je ne connais rien. Je ne connais rien. On m'a arrêté au niveau des marchés d'histoire seulement. Pas de moto, pas quelque chose, pas de prêt. On m'a pris seulement comme ça là. Je ne connais rien dedans. Par ailleurs, Bafia est aussi secoué par cette affaire d'armes à feu qui s'est soldée par une tentative d'assassinat. Il est nommé Bissene, Hugo Prosper, Nyam Andam, fabricant d'armes traditionnelles. Botoro Abiaka Dumas. Ils ont tenté dans la nuit du 26 aux environs de minuit d'assassiner le nommé Chili Yves. Ils ont tiré plusieurs coups de feu, mais l'intéressé n'a pas été atteint. La victime de l'agression raconte les circonstances dans lesquelles celle-ci est survenue. Je suis en train juste de discuter. Tu ne peux pas. Il a donc voulu me montrer qu'il a mesure de m'abattre comme un chef. J'ai approché la police. La police est venue en aide et puis on a réussi à attraper le monsieur. Ils étaient deux, un a fui. Bon, c'est des restes ceux-là, donc on a pu connaître qu'il y avait un fabricant d'armes. Le mis en cause en tant que vendeur d'armes à ceux qui ont commis le forfait se présente comme un simple réparateur d'armes à feu. Je ne fabrique pas. Comme vous voyez, je ne veux pas. N'est-ce pas? Vous voyez, je ne veux pas les armes de chacun, vous voyez. Je ne veux pas. Tout ce que vous voyez là, c'est des vieilles grosses machines et tout. C'est que le dépannage de plusieurs de mes shops ici qui connaissent en qualité de réparateur. C'est le premier cas répertorié en termes d'utilisation illégale des armes à feu depuis l'interdiction de la vente de celles-ci dans la région du centre par le gouvernement récemment. Je vous l'annonçais en titre, donc la ville de Douala est donc plongée dans une insalubrité criarde depuis quelques semaines. D'ailleurs, les quartiers UP tels que Bali, Bonapriso et également Bonanjo sont plongés dans les tas d'immondices qui dégagent des odeurs nauséabondes et qui mettent en mal donc la vie des populations. C'est ce que pensent d'ailleurs les médecins que vous allez suivre dans ce reportage magazine qui donc a été réalisé avec le concours de François Dikoumé, Samuel Tchoufa et Julienne Berthe-Bissaï. Un peu partout dans les différents marchés de la ville de Douala, les tas d'ordures en décomposition. Ces immondices pourris dégagent des odeurs nauséabondes, mettant mal à l'aise commerçants, clients et autres ménagères. Ici, au marché de Newbel, dans le 2e arrondissement,
Cette insalubrité heurte la sensibilité des âmes fragiles de voir les denrées alimentaires exposées aux microbes et autres bactéries, ceci sans protection aucune. Nous avons vu très mal ici avec les ordures. Quand les gens disent comme eux-mêmes partent au marché central ramasser les saletés, ils viennent entasser ici là. Ils viennent ici là, c'est déjà l'aéroport ici là. Nous sommes obligés de venir le matin payer les porteurs du marché avant qu'ils nous enlèvent la saleté. Regardez le bar là. Normalement, ils devaient un peu aménager pour faire rentrer le bar. Il n'y a pas le passage parce que les clients n'arrivent pas à passer, c'est bloqué. Au marché Dakar, dans le 3e arrondissement, la situation est la même. Il n'y a rien maintenant. Là. Le matin, venez, vous allez voir les miracles. Les odeurs vont nous tuer. Le matin, on vient rester que sur les tas d'ordures. Vous regardez, c'est pourri, les mouches partout. Nous sommes exposés. Hein? Ça ne va pas, ça ne va pas. Le Cameroun va mal, ça ne va pas. Si je ne reste pas, mes enfants vont manger quoi? Si je vole, on va me tuer. Moi, je connais qu'elle va mourir, la poubelle va me tuer. Isaac existe encore, on ne connaît plus. La poubelle est jusqu'au milieu de la route. Et nous ne pouvons pas rester à la maison. On va manger quoi? Le marché est plein. On va faire comment? Isaac, comme notre travail, ne fait plus son travail. C'est grave seulement. Nous mangeons ici, on n'a pas de choix. On mange ici à côté de la poubelle comme nous sommes là. C'est notre bureau, on va aller où? Cette cohabitation population-déchets, dans un premier temps, est source de plusieurs maladies, affirment des médecins. On va commencer par les maladies de contact. D'abord, problème de peau. Tout ce qui peut être à l'origine des irritations qu'on peut retrouver à l'intérieur, que ce soit des produits chimiques ou encore n'importe quoi qui est utilisé facilement dans les maisons et qui se retrouve dans les ordures par la suite. Ça peut être aussi carrément des infections de la peau, parce qu'il y a plusieurs germes qui se retrouveront là-dedans. Vous aurez aussi toutes sortes d'allergies qu'on peut avoir, aussi bien pour des odeurs fortes qui peuvent provoquer déjà. Je parle des allergies un peu moins évidentes. Les gens ne penseraient pas à ça. Ça peut déclencher une crise d'asthme pour certaines personnes. Ça peut aussi créer une série d'infections respiratoires, comme je le disais tout à l'heure, par rapport aux germes qui sont transportés par l'air. Et en cas de consommation des aliments souillés non nettoyés, tout consommateur s'expose aussi aux infections digestives. Par rapport à la consommation d'aliments qui sont contaminés, l'état d'immondice, c'est un grand milieu de culture de germes, que ce soit surtout des germes microbiens et bactériens. On en a sûrement qui seront parasitaires et tout le reste, parce que qui dit tas d'immondice dit aussi un nombre d'eau stagnante à côté, avec tout ce qu'il y a comme lave parasitaire qui peuvent se développer. Ce qui est sûr, tous ces microbes pouvant contaminer sa marchandise, le patient est d'emblée exposé à une intoxication alimentaire, par exemple. Il est exposé à toute forme de bactéries qui pourront lui créer des diarrhées, n'est-ce pas? Et je vous ai cité la plus redoutée de notre système de santé, le choléra. Sur les risques de contracter toute maladie, les médecins recommandent le port d'un cache-nez et le lavage à grande eau des aliments et autres fruits avant leur consommation. En espérant l'enlèvement de cet tas d'ordures un jour, les commerçants des différents marchés de la ville de Douala devront prendre leur mal en patience et continuer à côtoyer ces déchets au quotidien. Papa, pardon, je suis même à jeûner, pardon, enlever la saleté. Dans ce reportage, l'accent a été mis également autour des marchés qui encaissent ces ordures ménagères, ces ordures qui n'arrivent pas à être donc dégagées par l'entreprise en charge donc de l'hygiène et salubrité au Cameroun. Et vous comprenez bien que les médecins expliquent que les odeurs qui se dégagent de ces ordures, de ces états d'immondice, peuvent mettre en mal la santé des populations. Parlons de toute autre chose à présent. La mathématique reste une équation très difficile pour les Camerounais, notamment les enseignants, les universitaires et même les chercheurs. L'Institut africain de mathématiques vient de plancher à Yaoundé sur les méthodes devant faciliter l'enseignement et même l'apprentissage de cette science très importante au Cameroun. Élisée Boba et Guizogo. L'Institut africain de mathématiques continue son action sur le terrain au Cameroun. L'école normale supérieure de Yaoundé vient d'abriter une table ronde à son initiative. Cette table ronde rentre dans la coopération académique qu'il y a entre l'Institut africain de sciences mathématiques et l'Université de Yaoundé 1. L'objectif principal était de réunir les différents partenaires
de l'enseignement de mathématiques, à savoir les professeurs d'université, les professeurs des écoles normales supérieures, les professeurs de l'enseignement secondaire, inspecteurs pédagogiques régionaux, nationaux des deux sous-systèmes d'enseignement anglophone et francophone. Pour atteindre l'objectif d'une bonne dissémination des mathématiques au Cameroun, l'Institut africain des mathématiques peut compter sur des soutiens extérieurs. Le projet AIMS, dans lequel je suis partie prenante, et l'action du président Mamafou Pouanini a parmi ses ambitions d'aboutir à une formation des enseignants améliorée. C'est un grand défi à relever dans lequel je suis heureux d'aider. Et cela arrive fort à propos dans la mesure où le programme d'enseignement des mathématiques est en pleine réforme au Cameroun. Oui, effectivement, depuis 2012, des nouveaux programmes en général et de mathématiques en particulier se mettent en œuvre de façon progressive au secondaire. Ces programmes sont actuellement en classe de 3e. Comme vous le constatez, la démarche au niveau du ministère des enseignements secondaires est une démarche participative. C'est pour cette raison qu'une rencontre comme celle-ci, qui pourrait bien nous permettre d'améliorer ce que nous faisons dans ce sens-là, ne peut qu'être la bienvenue. C'est l'occasion de soulever quelques appréhensions pour le sort des apprenants, notamment les nouveaux venus à l'université. Ils ont deux problèmes. Comprendre l'environnement de l'université, ils sortent des classes de 50 aux classes de 500. Et le deuxième problème qui est technique, c'est la logique. C'est-à-dire lire une phrase mathématique. Il la manipule, mais il ne sait pas lire. Écrire peut-être la négation d'une phrase mathématique, écrire la contraposée d'une implication, il n'est pas apte. Pour pallier cette difficulté, il est suggéré d'introduire au secondaire des cours de logique, comme c'est déjà le cas à l'université de Douala par exemple. Enfin, à propos de la validation des articles des chercheurs camerounais en mathématiques pour publication dans les revues, le souhait exprimé est que l'examination de ces travaux soit plus objective dorénavant. C'est sur ce que nous mettons en terme à cette première partie du journal bilingue. La seconde est avec vous, Mimi Mefo. Vous vous intéressez davantage à la situation sécuritaire dans le sud-ouest. Merci à vous, Flavien Valondongo. To our televiewers once again, good evening. Before we talk about the chaotic atmosphere reigning in Balangi, we should know that the divisional officer from Nguti subdivision in Kope Manenguba has said that the number of persons leaving the village is alarming and has called on chiefs to secure their safe return. Such Michael Mekeeba, who failed to say who is causing locals to flee to unknown destinations, is equally added that the restoration of peace in the area is his utmost priority. He was speaking to chiefs in a meeting that took place recently in the said locality. Derek Jato tells us more in this report. Ngoti, a subdivision of Kupe Maninguba division in the southwest region of Cameroon, is yet to fully recover. From when this subdivision was recently transformed into a gun battleground between the military forces and what is known here as the Ambazonian Defense Forces, many things have gone wrong. First, most Ngoti people now are seeking refuge in bushes and in other towns. Deaths too have been recorded. Properties have been destroyed and others abandoned. That is where all my investments are. But today, for more than a year, I have never been there. Today, any person that passes through Ngoti subdivision say this subdivision is having very little to desire. And it is on that note that Mr. Serge Michael Mekeeba, the divisional officer from Ngoti subdivision, has convened this meeting with traditional rulers of the subdivision and other stakeholders on how to revive the now deserted Ngoti. When you are coming here today as traditional ruler, it's because the head of state of Cameroon have once more reinforced the fact that the traditional rulers are very key stakeholders in terms of development of the area, in terms of promotion of peace and stability, in terms of conflict management in the various areas. And we cannot do anything without. Even the divisional officers meet the People's Towards Council because of insecurity. The traditional rulers during the meeting also raised the worries of their properties that were being destroyed. At the end of the meeting, the divisional officer from Ngoti subdivision, Mr. Michael Mekeeba,
promised to channel their plight to his hierarchy. The biggest challenge is to remove the fear. The biggest challenge is to bring people back in their normal activity without any fear. As far as my own role is concerned, I used to say, if you can come on me, in order to be the promoter of peace. This is the reason why I have been sent here. But call on the traditional rulers to assist the government in this search for a lasting solution by calling on their sons and daughters to come back and continue their activities. While the duo for Nguti subdivision in the southwest region of Cameroon is calling for calm, it should be noted that it is still a tense atmosphere in some parts of the two Anglophone regions of Cameroon. Scores of houses, as I speak, are on fire in Balangi, Bonge subdivision in Meme, which is at least 10 kilometers away from the town of Kumba. There was a gun battle this evening which lasted for several hours. Vehicles which left Boya for Kumba, more than 100 of them were blocked before the gun battle between security forces and some yet to be identified individuals began. Commuters had to make a U-turn back to Boya, and they are planning to travel only in the early hours of tomorrow morning as a result of the chaotic atmosphere. They were equally returning for their safety. The area, like several parts of Munyenge, that is still in Moyoka subdivision of the southwest region of Cameroon, has simply been deserted, as several houses have simply been reduced to ashes by some unknown persons. Now, the situation in the northwest and southwest regions of Cameroon is further escalating, despite calls from the national and international communities for dialogue to be given pride of place. Aya Paula Bine was guest on the weekly program today on Equinox Television, that is The Inside, told Babila Jonathan that he saw this coming years back when he became member of parliament on that ruling CPDM political party, but was ignored in the lower house of parliament by party hierarchy when the matter was raised at the level of parliament. The president of the PAP political party said that negotiation is the right word and not dialogue. Let's hear him in the following excerpt. I saw this coming even before I entered parliament. As a judge, I came out with decisions, judgments, I should say, saying that the non-observance of the bilingual nature of the country was moving us towards the abyss of disaster. In Parliament, the first ever point I raised in Parliament, to the embarrassment of my party, at that time I was on the CPDM ticket, was the fact that a bill was brought before Parliament which was not translated properly into English. And I saw the way Anglophones were treated in the country as if they were conquered people. And I was very vocal, saying that we're moving towards a catastrophe. Because if we take just my example, I could not be a super-skilled judge, Group 1, Index 1,400. That's the highest in the Anglophone public service. You make me a deputy to the Procurator General, who is junior to me in age, at least. And then you go ahead and put between him and me a Francophone, who is also a super-skilled magistrate, but Group 2 on Index 1,115. So I saw that the marginalization of Anglophone was moving us towards the precipice. And it has brought us where we are today. Indeed. And when you look at what is happening today in the northwest and the southwest regions of the country, do you see any solution coming soon? How do you feel about the situation? All along, I was for dialogue. In my political manifesto, I stood for a 10-state federation. Now we've gotten to a point where to talk of a federation even plunges you in trouble.
because people have been radicalized to a point where talking about the federation looks like, you're selling out. What is the possible solution? It is for our leaders to come back to their senses. I want to stand on that phrase, coming back to their senses. To know that might is not always right. To know that when you dialogue, the first thing is you give your opponent the impression that you are about a solution. You are looking for a solution. That automatically dissipates passions. Now, the only thing I see which can maybe temper a little the explosive situation today, where entire villages are burnt down, crops on the farms are chopped down, is for the government to declare a unilateral ceasefire. The President of the Republic declared war to the hearing of the entire world. How can you declare war and it is called otherwise? And if you declare war on a part of your country, it is a civil war. So we are in a war situation. The belligerent power is those who are in authority. It is for them to take the first step by declaring a unilateral truce. Thereafter, the governments should facilitate a meeting of the Anglophones, both in the country and in the diaspora, so that they agree on exactly what they want. And that point will be taken to the table, perhaps no longer for dialogue, because passions have been so exacerbated that we can only talk about negotiations. Now we go to the negotiating table and talk about the future of our living together, the future of our peaceful coexistence. Negotiation is the word, says Aya Paula Bine was granting an exclusive interview on the weekly magazine program on Equinox Television presented by Babla Jonathan. Now, one person has been beaten to death in Babutus, Buda, West region of Cameroon for theft. He is a member of a gang of bandits said to be terrorizing local inhabitants in the area. The suspected bandits fell into the drag net of the angry population, were about lynching all of them before security forces intervened. One of the bandits died on the spot, while the other, who sustained injuries, was rescued by elements of the National Defense Forces and placed in custody. We can see how it was equally a tense atmosphere in Buda, West region of the country. It took place on Friday. And over 22 workers constructing the 100 social housing units of the Bamenda Referral Hospital have halted works protesting against months of unpaid salaries. They say that they have been for 6 months now without salaries for management of the company, who are claiming that they are waiting for the disbursement of funds. Rabiato Aliyu tells us more in this report. No money, no money, no. Disgruntled workers at the low-cost construction site in Bamenda on strike. We are tired of being slaves. We are tired of working like robots for Aka Company and for Alliance. The dozens of workers who are setting up the 100 social housing units at the Bamenda Referral Hospital have donned their tools to protest against 6 months of unpaid salaries from the contractors of the site. Charles Tower is one of the workers on strike. Most of us don't have transport fare to come here. For example, myself, I borrowed transport this morning to be here today. Gilbert did same, the others, they did same. It has not been easy with us, and so we don't blame anybody for not coming today. The placards they are displaying bear messages like peaceful strike, construction site shut down till further notice. Site shut down, no salary, no work. Aka, we have been for 6 months without salary. At least 22 staff working at the site have abandoned their place of work. Building materials are left in the open air.
According to the workers, the project is being executed by Alliance Construction Company. They later promised the workers on several occasions that their salaries will be paid to no avail. The response we got was, no problem, go on strike, I have done my best, even though they have not paid my bills. At the same time, Alliance Constructions is giving us the impression they pay the bills. So who are we to face now? And yet we need money. We need money to run our own families. We need money to run our own daily affairs. You go to town, all the stores around the quarter, they know you because you come to borrow transport in order to enable you come here and go back. The next day you don't even have another one to eat. You come here, you have to borrow food from people here. It's not normal. Workers are now in dilemma as they call for government intervention. Management of the Alliance Company is still to react on the situation. We stay with you, Rabiatou Aliyu, to add that the female painter here in the economic capital, Douala, caught the interest of our newsroom. She says that it is a profitable venture. She is 18 years old and she has been doing or involved in this said activity for several years now. She's calling on her fellow women to involve themselves in this same activity and get themselves motivated. Let's have the details in the following report. Rarely are female painters seen practicing the painting profession in today's society. At first, I wanted to do aesthetics, makeup, manicure and pedicure as most women do in beauty salons. Then I noticed that most women are into it, so I wanted to do a unique job. But it is often said, what a man can do, a woman does it better and even best. A brother in Christ, whom I met in church, taught me painting when I had ceased school. After 2 months, I developed passion for it, and I did a professional training in a workshop. Knowing how challenging the profession is, Poache Poignet prefers it to others for livelihood. As an expert in painting, she sometimes advises her clients on choices of colors. She employs a lot of professionalism to obtain good results. Before applying paint on walls, she follows the various steps involved. She begins by giving the walls a smooth nature. Though many view it as a dirty profession, painting does not prevent her from looking neat and presentable. Passionate about her job, Poache advises young girls of her age to be determined and patient in whatever they do in life. According to her, that is the only way to succeed in life. And thanks indeed to Rabiatou Aliyu for that report. A female painter there wants to be an inspiration to many. They're bringing us to the end of this edition of the Balingo Primetime Newscast on Equinox Television. Viewers, so thank you so much for joining us. Flavien Balondongo, bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Demain, 7h, c'est le rendez-vous avec l'actualité sur Equinox Télévision. D'ici à là, restez sur votre chaîne.